7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Tous les regards sont en ce moment tournés à raison vers les manifestations d'agriculteurs. Néanmoins, d'autres protestations plus modestes ont repris ces derniers temps. Il s'agit de celles contre la loi immigration. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, chers auditeurs, vous avez peut-être vu passer la vidéo de ce jeune homme qui intervient lors d'un de ces rassemblements pour fustiger de façon impromptue mais non moins remarquable les manifestants. Ce jeune homme, c'est notre invité du jour. Il a 21 ans, il est étudiant et militant identitaire au sein du mouvement Ténessoun, mais il est aussi lanceur d'alerte. Bonjour Raphaël Emma. Bonjour Liselotte. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez revenir sur votre intervention lors de ce rassemblement anti-loi immigration ? Est-ce que c'était un acte spontané, une action préparée ? Comment ça s'est déroulé ? Expliquez-nous tout. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, ça a eu lieu dimanche matin, sur le parvis de la mairie d'Aix-en-Provence. Donc c'était une action spontanée. Je passais par là quand j'ai croisé cette manifestation, donc qui était globalement en fait garnie des rangs de ce que j'appelle les reliquats de la gauche, hein. En fait, on retrouvait dedans la CGT, on retrouvait ATTAC, on retrouvait certains syndicats professoraux. La moyenne d'âge était très élevée et globalement, bon, c'était, j'avais l'impression de voir une espèce de nécromancie des manifestations de SOS Racisme dans les années 90. Évidemment, c'est l'esprit militant qui a un petit peu parlé. Assez rapidement, j'ai décidé donc d'interrompre cette manifestation. Il y avait des tours de parole avec des slogans qu'on a entendus dans la vidéo. Je voulais essentiellement rappeler à ces militants de gauche qu'ils étaient plus ou moins complices de certaines morts françaises liées à l'immigration. Alors justement, on va y revenir. Effectivement, vous mentionnez la petite Lola, vous mentionnez Thomas, et vous leur dites qu'ils ont le sang de ces Français sur les mains. Ce sont des accusations assez lourdes. Est-ce que vous pourriez nous les justifier ? Alors bien sûr, donc je cite Axel, je cite Lola. J'aurais aimé sur le moment citer Dominique Bernard, le professeur qui avait été assassiné à Arras par un Tchétchène qui était sous le coup d'une OQTF. Parce que précisément dans le cortège, vous aviez des membres du Parti communiste français, vous aviez même des élus du Parti communiste français, du conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence. Et le Parti communiste français, très concrètement, par exemple, avait interrompu la procédure d'OQTF par une mobilisation qui visait justement ce terroriste qui avait assassiné Dominique Bernard. Donc, globalement, en fait, dire que la gauche française est complice par son action par exemple, la non-application d'une OQTF d'un terroriste qui est passé à l'acte. C'est pas vraiment un abus de langage. Alors les mots sont évidemment forts, sont évidemment symboliques, mais derrière l'idée c'est quand même de dénoncer que c'est tout un écosystème qui permet par exemple donc à une OQTF de rester sur le territoire, qui permet à un drame d'arriver. Et qu'en fait, dans toute cette chaîne de l'horreur, le militant du PCF ou le militant de la CGT ou le militant en fait qui prend position contre l'application des OQTF a une partie de responsabilité. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais on pourrait vous répondre, oui, mais en fait, ces manifestants, ils essaient de défendre des immigrés qui, eux, n'ont rien à voir avec ces drames. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Mais bien sûr, mais en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en fait, moi, je n'accable pas que le militant de gauche. Si vous voulez, je vois qu'il y a une double responsabilité qui est à la fois une responsabilité étatique, donc on pourrait plutôt imputer au camp centriste, à l'administration de l'État, et une responsabilité, on va dire, culturelle de la gauche. Si vous voulez, la gauche, elle construit tout un système de légitimité, de légitimation de l'immigration, qui ensuite va trouver ses traductions dans des erreurs comme ça. En fait, combien de temps allons-nous attendre avant de comprendre que la non-application des OQTF, par exemple, peut mener à ce genre d'erreur. Quand on voit notamment l'agriculturiste qui a été frappé par une voiture bélier sur un barrage, une nouvelle fois on retrouve 3 individus qui étaient sous OQTF et clandestinement sur le territoire. Alors, j'aimerais revenir sur la moyenne d'âge dont vous parliez dans les rangs. Vous l'avez précisé.
J'imagine que ça a une importance pour vous. Est-ce que cette moyenne d'âge élevée parmi les manifestants anti-loi immigration, de la CGT, vous l'avez dit, attaque, etc., est-ce que pour vous, ça révèle quelque chose? Bien sûr, ça révèle quelque chose. En fait, ça révèle une fracture générationnelle entre une génération qui a vécu sous les Trente Glorieuses, qui a profité en tout cas des fruits des Trente Glorieuses, donc de la génération de nos grands-parents, un peu plus loin de nos parents, qui a pu connaître une France qui était globalement pacifiée, lointaine de ces problématiques d'insécurité, face en fait à une jeunesse qui elle est en première ligne face aux tensions sociales qui traversent le pays. Si vous voulez, moi quand je fais cette intervention, ce qui m'insupporte en premier lieu, c'est vraiment c'est de voir un cortège qui n'est pas du tout représentatif, par exemple, de la sociologie d'Aix-en-Provence. Si vous voulez, Aix-en-Provence, c'est une ville d'étudiants. Dans une manifestation de gauche, je m'attendais à avoir un petit peu plus de jeunes. Non, non, la moyenne d'âge était était globalement au-dessus des 50 ans. Et d'ailleurs, le contraste était assez saisissant parce que quand j'interromps les prises de parole, en fait, je suis le seul gars dans la vingtaine de tout le parvis de la mairie. Alors, du coup, vous êtes un peu isolé à ce moment-là, mais finalement, on peut imaginer que vous êtes représentant de bien plus de jeunes, justement, qui seraient opposés à ce genre de manifestation. Et d'ailleurs, après, donc ça a lieu, comme je vous ai dit, sur le parvis de la mairie d'Aix-en-Provence. Donc c'est une place avec des bars. Et quand je suis expulsé de la manifestation, je vois que les barman me regardent, etc. Donc des serveurs assez jeunes des bars d'à côté qui sont des étudiants qui taffent à côté de leurs études. Et le lendemain matin, quand je vais boire un café sur la place de la mairie, j'ai l'un des serveurs qui vient me voir pour me féliciter pour mon action. Donc en fait, Ouais. sur le moment, je suis isolé, mais je suis évidemment intimement convaincu qu'à ce moment-là, je m'étais fait porte-parole de la vie d'un certain nombre de jeunes de ma génération. Ouais. Mhm. Alors, si vous interrompez justement ces manifestations anti-loi immigration, est-ce que c'est parce que vous êtes pour cette loi immigration? Alors, cette loi immigration, sans rentrer dans des considérations légistiques très précises, cette loi immigration, en fait, est évidemment pas suffisante. On parle du point de vue d'un militant identitaire. Cette loi immigration a des lacunes, a des faiblesses. Elle ne va pas assez loin sur certains points. Son passage au Conseil constitutionnel va certainement encore plus l'amputer. Donc le résultat ne va pas être aussi droitier que ce que la gauche craint. En revanche, cette loi immigration, c'est un baromètre d'opinion à l'échelle du pays. Si vous voulez, il y a 70% de soutien envers cette loi immigration. Et ce 70%, c'est comme si on avait réalisé un grand sondage sur est-ce que vous voulez réguler les questions migratoires en France? Est-ce que les pouvoirs publics doivent faire quelque chose par rapport à l'immigration? Donc, moi, sans être un fanatique de ce projet de loi, j'y retrouve quand même, enfin, dans l'opposition de ces militants gauchistes, j'y retrouve une nouvelle fois une énorme déconnexion avec l'opinion réelle des Français et en fait avec même une forme d'expression démocratique des Français. Et est-ce que vous comprendriez des manifestants qui protestent contre la loi immigration, mais pour dénoncer le fait qu'elle ne soit pas assez stricte, justement? Bon, j'attends de les voir. J'attends de les voir. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de. Je sais que c'est par exemple la position de Reconquête. Reconquête considère que cette loi immigration n'est pas assez stricte. Bon, Reconquête n'a pas encore appelé à des manifestations à ma connaissance. Reconquête ne prend pas part au cortège de la CGT ou organisé par la CGT. Donc évidemment que je le comprendrai, mais je crois que c'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui. Et alors justement, est-ce que selon vous, c'est regrettable que ce soit pas d'actualité, que finalement il y ait toute une part des Français qui soient justement sur des positions plus strictes vis-à-vis de l'immigration? Alors là, en l'occurrence, qu'on soit pour ou contre la loi, mais juste plus généralement, est-ce que vous regrettez que finalement que vous soyez le seul là récemment à avoir porté votre voix dans la rue et que derrière la plupart des Français restent finalement assez dociles? Moi, je pense que évidemment que je regrette d'être tout seul dans cette manifestation. Après, je crois
que les Français sont quand même moins dociles qu'on ne le croit, hein. On a eu il y a eu des rassemblements suite à la mort du jeune Thomas en décembre, qui pour des rassemblements d'hommage avait été numériquement important, en tout cas plus important que d'autres rassemblements du même type par le passé. Donc on sent quand même qu'il y a une organisation, un ras-le-bol des Français, voire même des Français qui ne sont pas militants, hein, des Français du quotidien hostiles à l'immigration qui commencent déjà à s'organiser et à partager leur colère dans la rue. Ensuite, ce que je dirais sur le manque de stricteté de cette loi, c'est que c'est peut-être la marche naturelle des choses et un règlement, une solution plus concrète à ces questions d'immigration, en fait, arrivera naturellement avec l'institutionnalisation de nos idées, avec une hypothétique prise du pouvoir en 2027 par l'un des deux partis de la mouvance nationale. Donc, je pense qu'il faut laisser les choses au temps et que une nouvelle fois, en fait, non seulement c'est un baromètre d'opinion, un espèce de grand sondage sur les questions de l'immigration à l'échelle du pays, mais en fait, c'est aussi un premier pas en avant pour voir quelles sont les attentes des Français, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Et je crois que les signaux sont plutôt positifs, puisqu'effectivement, ce qu'il en retourne, c'est que pour une partie de l'opinion, la loi ne va pas si loin. Alors, vous êtes jeune, Raphaël Aima. Autour de vous, souvent, on croise des gens qui sont désabusés, qui n'y croient plus, qui expliquent que tout est perdu, peut-être même qu'il faut partir à l'étranger parce qu'ici, on n'arrivera plus à rien. Vous, aujourd'hui, vous portez un message d'espoir. Quand on vous entend, vous croyez à une hypothétique victoire en 2027. Vous expliquez qu'on pourra peut-être aller plus loin, chercher des mesures plus concrètes, plus efficaces. Vous avez de l'espoir en l'avenir ? Bien sûr, parce que je suis passé justement par cette phase de désespoir qui touche beaucoup de jeunes de ma génération, hein, qui disent que de toute façon tout est foutu, que les Français ne se réveilleront pas, ce genre de choses. Moi, ce qui m'a permis de passer au-dessus de tout ça, tout simplement, c'est l'action. Et en fait, s'il y a des jeunes qui sont dans cette situation, je les invite à transformer leur déprime, leur dépression en force positive. C'est-à-dire qu'il faut justement surpasser le triste constat pour le mettre en fait au service de l'action, de l'idéal, et en fait affronter les problématiques de l'époque avec un peu de passion. Vous parlez de ces problématiques de l'époque. Selon vous, quelles sont les problématiques majeures ? Bon, globalement, il y a toutes les questions d'identité, mais ça recouvre un sens qui peut être très large. Je sais pas, juste les questions d'immigration, c'est globalement la place que nous, en tant que Français, Occidentaux, Européens, voulons retrouver dans l'histoire par rapport à la foi, par rapport à la culture, par rapport en fait global à notre rôle historique. Ça, c'est pour ce qui est de l'identité. Ensuite, on le voit notamment avec des manifestations d'agriculteurs ou de manière plus générale avec d'autres actualités. Il y a évidemment aussi une crise sociale que traverse l'Europe, que traverse l'Occident. Vous avez une crise du sens. En fait, il y a toute une série de crises qui touchent la jeunesse européenne, qui effectivement doivent être prises à bras-le-corps, puisqu'elles sont justement, je pense, comme tu le disais, les sources du malaise de ma génération. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la façon dont vous avez interpellé les manifestants à Aix-en-Provence, on disait que justement, vous les accusiez d'avoir le sang des Français sur les mains. C'était des propos forts et en fait, quand on les entend, on a presque l'impression qu'ils seraient, je pousse un peu loin le trait, mais qu'ils seraient des collabos. Est-ce que ça sous-entend que vous avez l'impression que la France est dans une situation critique, presque de guerre ou d'occupation, et que justement, il va y avoir une distinction entre le camp qui aura contribué à faire sombrer la France dans cette situation et les Français qui se sont soulevés? Et si oui, est-ce que vous ne craignez pas que cette fracture, justement, s'accentue et crée de véritables conflits au sein de la société? Alors, sans décréter une hypothétique guerre civile ou sans décréter une situation d'occupation, j'irai pas jusque là. Ce qui est certain, c'est que les générations qui nous ont précédés vont avoir une responsabilité si elles ne comprennent pas maintenant les fractures et surtout le fruit de leur inaction pendant tout le temps qu'elles ont eu. Donc
Donc oui, les fractures vont avoir vocation à s'accentuer. De toute façon, les fractures, c'est pas les lanceurs d'alerte qui les créent. Les lanceurs d'alerte, ils les constatent, les fractures. Ce qui est important à imaginer, c'est que moi, je vis dans un pays où, en fait, j'ai eu une enfance relativement et une adolescence relativement similaire à celle d'un Thomas, à celle d'une Lola, mais par contre qui est strictement différente, je pense, de l'enfance ou de l'adolescence qu'un Naël a eu. Donc la fracture, elle est déjà là, et je pense que pour ce qui est des boomers gauchistes, des éternels boomers gauchistes, en fait, la fracture se réconciliera d'elle-même, constateront, je pense, la réalité à un moment donné. De toute façon, leurs petits-enfants leur feront constater. C'est ce que j'avais remarqué en criant dans le cortège, hein, c'est qu'il y avait un vrai malaise de ces anciens, de ces professeurs de la CGT, de la FSU, etc., qui me regardaient presque un peu avec de l'empathie parce ils voyaient leur petit-fils chez moi. Mais globalement, la vraie fracture, ça risque d'être en fait entre la jeunesse autochtone de ce pays et la jeunesse allogène. Et vous considérez que le gouvernement est responsable aussi d'une certaine partie, parce que là, donc, vous évoquez les boomers gauchistes. Le gouvernement, qu'en est-il? Bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est une situation sur le long terme. Donc oui, le gouvernement, je dirais même que le gouvernement est est plus responsable que les gauchistes dans une certaine mesure. On peut même, et d'ailleurs, en fait, je désigne là les boomers gauchistes parce qu'ils apportent cette caution culturelle à la question de l'immigration. Enfin, c'est le rôle que la gauche a eu. Elle a justifié culturellement l'immigration, mais la politique d'immigration en France, les départs, les arrivées massives, les premières arrivées massives de mouvements migratoires en France, elles se font aussi sous des gouvernements de droite, avec Giscard d'Estaing. Donc, c'est une formule, quand je désigne les boomers gauchistes, évidemment, je prends en compte c'est tout un écosystème, avec la gauche comme caution culturelle, certains intérêts économiques comme motivation, et l'État, en fait, qui est de toute façon qui devrait normalement être le garant de la sécurité, de l'application des OQTF, et qui, en fait, faille à sa mission. Alors, il nous reste 2 minutes. Récemment, vous vous êtes très engagé aussi sur la question des agriculteurs, hein, qui manifestent aussi beaucoup en ce moment. Est-ce que vous voudriez partager quelques mots à ce propos? Bien sûr, j'ai pris position sur les agriculteurs et j'ai incité les gens de la mouvance identitaire, de la mouvance nationale à prendre position sur ce conflit et même sur ce conflit social et même à se rendre sur les manifestations, sur les rocades, en fait, à construire la jonction. Donc oui, en fait, je prends position évidemment parce que j'ai de la sympathie pour leur combat et leurs revendications, qui en plus sont des revendications appelant à plus de protectionnisme économique, un retour à une forme de souveraineté alimentaire, politique. Mais je crois qu'en fait les convergences se construisent et que pour construire des convergences, il faut qu'effectivement des identitaires qui vont être plus présents sur des sujets d'identité, à mettre sur des sujets sociaux auprès des agriculteurs pour permettre les solidarités de demain, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup Raphaël Aima. Je pense que le message est clair. Chers jeunes, engagez-vous. Si vous êtes moins jeunes, aidez-nous à nous engager. Alors je suppose qu'on peut aider votre mouvement, Raphaël. Donc on peut adhérer sur tenesun.fr. On peut aussi faire des dons depuis tenesun.fr de manière générale. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, nous relayer, c'est le premier des soutiens. Très bien, eh bien, ce sera fait, chers auditeurs. Je vous invite à le faire en tout cas. Raphaël Aima, je rappelle que vous êtes étudiant et militant identitaire et patriote au sein du mouvement Ténésoun, mais aussi lanceur d'alerte. Merci d'avoir été parmi nous, merci pour votre combat et puis bon courage.